qui est la dimension spectacle. Moi, je rapproche souvent le foot du catch. C'est qu'il y a une dimension quand tu joues au foot, tu joues au foot pour jouer au foot pour gagner quand tu fais un match de pro. Et tu as en même temps un autre devoir, oublie beaucoup de clubs, c'est un devoir de spectacle. T'es pas seulement un mec qui gagne dans ton monde. Il y a des supporters et on demande... Des spectateurs. Il y a des spectateurs et on demande un spectacle. Et il y a plein de gens qui n'arrivent pas à se mettre ça dans le cerveau. Et c'est tout le football qui doit travailler à ça, y compris les joueurs. Il y a un type de jeu, un spectacle. Et je reproche ça au vieux continent et pas l'avoir assez. Les Américains, ils ont ça dans leur... Ils ont cette espèce de fête. Oui, mais enfin, des fois, la fête, ils la mettent plus un peu artificiellement entre les... Pom-pom girl. Oui, avant ou après le jeu que pendant le jeu lui-même, quoi. Oui, mais dans le jeu, ils venaient les stars. Il y avait quand même déjà, à l'époque, en 82, on sentait un peuple pour qui ça devait être un spectacle plus qu'autre chose. Ici, on sent plus le fait de gagner en Europe, le vieux continent. Oui, bien sûr. Et tu peux le faire pas forcément aussi stupidement que pourraient le faire les États-Unis, tels qu'ils donnent l'image d'être. Oui. Mais c'est quelque chose dans le cerveau. J'ai vu l'image de NBA, c'est pas qu'une image quand même. Hein. Pour la NBA, ils sont oui. super bons, c'est un spectacle intrinsèquement super beau et bon. Oui, il y a une espèce de mélange entre le spectacle ridicule qui est donné par le grotesque du spectacle. Le grotesque, voilà, et puis le jeu en lui-même, il est super fabuleux, bien sûr. Ouais. Oui. Et c'est ça qu'il faut au foot. Il faut au foot réussir à concilier ces deux-là. Et moi, je reproche à beaucoup d'équipes de pas du tout. Ça entraîne pas mal de mauvais côtés en NBA quand même. Tu as un public complètement endormi des fois, qui s'intéresse absolument pas au match, ils n'arrêtent pas de bouffer, ils se lèvent pendant le match. Pourquoi ? Justement, parce que c'est un qu'il y a spectacle. Trop d'attractions dans les tribunes, il y a des mecs qui passent avec de la bouffe toutes les 2 secondes. S'ils vont voir ça comme ils vont voir un spectacle, ils sont pas du tout supporters, pas du tout, ils sont pas assidus. Tu sens bien que c'est des gens qui viennent une fois de temps en temps. C'est tellement cher qu'ils peuvent pas venir tout le temps. Okay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Dès qu'il y a un temps mort, ils sont tout contents parce qu'il va y avoir une grosse animation, donc ils vont pouvoir se défouler. À la limite, ils attendent que ça, tu vois. Voilà, ils rentrent dans le match que en deuxième mi-temps, très clairement. Très clairement, le match en première mi-temps, c'est une espèce de voilà, ah bah tiens, il y a un match au fait. Oui, t'as payé pour ça. Enfin, bon. Et à la fin, ça. C'est quoi ces animations dont tu parles ? Oh bah dès qu'il y a un temps mort, ils vont filmer quelqu'un dans le public. Alors le mec qui doit se lever, il doit faire des machins. Et tu veux dire, il y a un écran géant. Ouais, un écran géant, donc ils vont faire plein d'attractions, quoi, où ils vont balancer des maillots, donc tout le monde va vouloir avoir son maillot, enfin il y a plein de choses comme ça, quoi. Puis il y a des jeux sur le terrain pendant les temps morts, jeux avec des enfants, moi j'ai jamais vu, mais ça m'intéresse assez, parce que l'opposé c'est le rituel presque religieux du foot de gens comme, je crois que c'est le public de Barcelone, on m'a dit, c'est des types qui bougent pas. Ils ne bougent pas. T'as l'impression comme ils vont à la messe. Ils vont à la messe et t'as l'impression que dans le sanctuaire. 1930, les vieux matchs de foot, des fois tu vois les mecs, ils sont tous pareils. T'as l'impression qu'il y a une espèce d'homme politique qui va parler. Non, c'est un match de foot. Et c'est vrai. Ah ouais, c'est tout à fait différent. D'ailleurs, le basket en France, c'est tout à fait différent. C'est comme le foot ou pas ? C'est pas un peu austère ? Ouais, c'est un peu austère, comme le foot. Ouais. Bah, enfin, là, le truc moi qui me manque, c'est justement ce côté festif. Ce côté festif me manquait justement quand je regarde quand j'avais regardé le match de Saint-Étienne, par exemple. Tu sais, on essayait de trouver qu'est-ce qui se passe avec Saint-Étienne. Tu sais, le fameux, tu as vu Nancy-Saint-Étienne. Et tu m'as dit, pourquoi les matchs des autres championnats sont plus intéressants, etc. Donc j'ai passé du temps à l'aune de mes principes, pourquoi un match est intéressant et pas intéressant. Et l'un d'entre eux, c'était justement cette culture du spectacle, que je ne ressens plus. Oui, mais tu l'as pas vu, Nancy-Saint-Étienne ? Non, mais moi j'ai vu tout de suite Saint-Étienne-Lens. Et en 3 secondes, tu le vois. Tu le ressens tout de suite. C'est-à-dire que tu ressens tout de suite que... Pourtant, il y avait de l'ambiance quand même. Oui, mais non, t'avais pas... je parle de l'équipe. C'est-à-dire que quand c'était un beau match quand même. C'était rythmé, c'était... Non, pour moi, c'est justement tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors vas-y, tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que mes fiches, je les ai fait à l'encontre de ça.
C'est la réaction par rapport à ça. Alors vas-y, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que pour la dimension spectacle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas justement tout leur foot, tout ce qu'ils vont faire, c'est au fin fond de leurs veines, c'est le sang qui coule dans leurs veines, qui n'a pas ce souci du spectacle. Et donc, et moi, je l'avais quand moi j'ai grandi en 76, mon premier souvenir, on ressentait ça, parce que c'était le grand Saint-Étienne. Saint-Étienne s'est effondré. Et pour moi, le Saint-Étienne de l'après Roger Rocher, quand ils sont tombés, n'en a jamais retrouvé ça. Et le fait qu'ils ont... Donc Saint-Étienne avait ce sens du spectacle? Moi je le ressentais, mais j'étais pas assez grand pour le juger avec un œil de philosophe. Et maintenant, comment tu le vois? Tout l'opposé de ça. Ils ne l'ont pas. Et parce non, tu regardes en arrière maintenant avec ton œil d'adulte. J'ai pas les enregistrements de ces époques-là. Il faudra peut-être que je les revoie parce que tu les as. Côté spectacle, ils jouaient pour gagner. Moi je pense, parce que j'ai fait une fiche sur Saint-Étienne où je joue justement sur cette ambivalence. C'est-à-dire que Saint-Étienne a été un club phare, puis s'est effondré. Quand ils sont effondrés, le fait qu'ils ont gardé avec eux une image pour moi du foot ouvrier. C'est l'image que j'ai toujours eue. Et le fait qu'ils ont pu... Justement, c'est tout le contraire. Oui, c'est tout le contraire. Ils ont cette culture de la non-fête. Ils ont cette culture de ça. Mais à l'époque, ils gagnaient. Mais maintenant qu'ils ne gagnent plus, il ne reste plus rien. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'exemple du club le plus effondré qu'on puisse trouver, surtout pour moi, qui est tant aimé ce club. Et je ne voulais jamais plus entendre parler d'eux. Après, déjà parce que je ressentais ça, je me disais, c'est un club, quand il va tomber bas, il va tomber vraiment bas. Et là, quand je l'ai vu... Quand il va perdre ses valeurs, il n'aura plus rien. Il n'aura plus rien du tout. C'est un peu comme si Björn Borg, qui jouait tout le temps en fond de cours, son jeu de fond de cours... il se mettait à attaquer... il se mettait à devenir pas bon. Il gagnait plus. Mais s'il gagne plus, il reste vraiment plus rien. Il reste vraiment plus rien. Parce qu'il ne fait pas de spectacle, il fait rien. Voilà. Ouais. Et donc, avec Saint-Étienne, c'est ce que j'ai remarqué. Et donc, cette espèce de cette culture du spectacle est un truc aussi très important au football, de ressentir ça et de l'avoir. Et ça fait partie des choses très... c'est pas tangible, ce fait que tu intériorises ça. Ça fait partie de toute ta culture, de la culture où t'es, du territoire où t'es, de tout ça. Ah bah totalement. Donc je sais pas pourquoi on parlait de cette culture du spectacle parce que par je me rapport à rappelle la même plus Turquie. de ta fiche de départ là. Bah, c'était la Turquie et le Sénégal. Et je disais que le Sénégal était violent. C'est-à-dire j'avais trouvé, par rapport au Ghana, on parlait du Sénégal, donc j'avais opposé, et tu parlais que c'était un match truqué, le Ghana. Tu peux le regarder, mais ça va pas t'apporter le plus, je pense. Le Ghana était un match truqué. Moi, je te disais, le Brésil jouait bien. Il y avait un très beau jeu entre le Ghana et le Brésil. À l'opposé, justement, d'autres matchs. D'accord. Donc, c'est peut-être ça qui avait... Et le Ghana était bien, c'était bien. Et l'animateur disait, le Ghana sont face à leur dieu. Les Ghanéens ont des posters dans leur chambre, des joueurs du Brésil et tout ça. Ouais, d'ailleurs, ils ont eu un carton, je crois, au début, le Ghana, parce qu'il est trop gentil. Il disait excusez-moi, tu sais, quand il tombait, il relevait tout de suite. Et il disait excusez-moi, je suis vraiment désolé, monsieur, je suis vraiment... Il y a 2 minutes. 2 minutes, hein. Alors, un bon joueur voit globalement sur le terrain. Un bon joueur est capable d'accélération. Ronaldo, Maradona, Roberto Carlos, Messi. Zéroberto, justement, puisqu'on tombe sur le dernier but, était extraordinaire. Tiens, attends, petit Zéroberto, chaque fois que tu me le ressors. Oui, il était intéressant. C'est quelqu'un qui me fascinait assez, parce qu'il était pour moi l'image de l'ancien esclave, en tant que sculpteur. On a les vieux au 19e siècle de ce que pouvait être l'esclave. À la fois beau, à la fois un personnage à aimer. Et il avait remonté tout le terrain, et en plus il y avait une dimension intuitive dans le temps. Quand tu le voyais avec le ballon, je savais qu'il allait se passer les choses. Qu'est-ce qu'un bon joueur? Donc là, un bon joueur intelligent, plus jeune, je mets. Ah, c'est intéressant. La grande majorité des joueurs âgés ne sont plus efficaces. Les joueurs jeunes, il y a plein de joueurs jeunes extraordinaires. Donc là, ok, non violent, collectif, drôle, inventif, endurant, polyvalent. La société préfère les héros buteurs, dribbleurs, faiseurs de pirouettes et les beaux gosses. On ne sélectionne pas Maradona à 16 ans car il est jugé trop jeune. Tout ce dont on parle, on en a déjà parlé un peu à gauche à droite. Qui va gagner? Alors, on en parle après. Est-ce la meilleure équipe? La meilleure équipe. Alors, l'équipe nationale est la meilleure possible.
Ah, c'est intéressant ça. La meilleure équipe possible. Est-elle la meilleure équipe? Est-elle, point d'interrogation, la meilleure équipe possible? Une équipe composée de joueurs tirés au sort dans le championnat est aussi compétitive que l'équipe nationale. Il en va de même d'une équipe sans entraîneur, sans sélectionneur et sans capitaine. Une équipe choisie par la démocratie est meilleure que l'équipe nationale. Une équipe non soutenue par les supporters, les téléspectateurs n'a aucune chance, et les sponsors n'ont aucune chance de gagner. Une équipe, n'importe quel club, leader,